J'appelle dans le fauteuil de l'invité Véronique Massonneau, députée de la Vienne. Bonsoir Véronique. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, comment ça va? Comment ça va? Très bien, très bien. Oui, ça va très bien. Vous avez été bien accueilli à FBS jusqu'ici? Oui, mais j'étais déjà venue un soir pour faire un peu de pédagogie sur le 6. La préfète nous avait réunis ici avec beaucoup de chefs d'entreprise d'ailleurs à ce moment-là. D'accord, alors il faut le dire à nos web téléspectateurs, Véronique Massonneau a été élue pour la première fois aux dernières législatives. Après, je crois que c'était votre deuxième tentative aux législatives, donc troisième? Oui, 3 tentatives, oui. Les 2 premières, c'était... j'étais candidate Europe Écologie Les Verts avec un suppléant vert. Et cette fois-ci, il y a eu un accord avec le Parti Socialiste et la circonscription sur laquelle je m'étais présentée 2 fois était réservée à une élue femme, donc écologiste. Et là, on a fait une primaire, on a organisé une primaire et je suis sortie... C'était ma première victoire, vainqueur des primaires. Et ensuite, j'ai eu un suppléant socialiste qui s'appelle Pierre Lantier, qui est de Loudun, qui est quelqu'un d'assez formidable, je veux dire. Et nous avons gagné la circonscription. Bravo. 450 voix d'écart, hein. C'est pas non plus... mais voilà, nous avons gagné, c'est plus de voix. Moi, comme je le passais tout à l'heure, je vous parle en tant que néophyte. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous faites en tant que député pour votre circonscription? Quel est votre rôle? On a beaucoup de rôles. En fait, une partie de mon temps est organisée dans la circonscription. Il faut savoir qu'une circonscription, c'est 110, enfin pour moi, c'est 110 communes sur un territoire très rural, donc beaucoup de kilomètres. Ça fait à peu près 110 000 habitants. Chaque circonscription est à peu près découpée avec le même nombre d'habitants. Donc mon premier rôle, c'est d'être dans ma circonscription. J'ai 2 permanences pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de pouvoir me rencontrer et me parler de leurs problèmes quotidiens ou pas d'ailleurs, les citoyens, les entreprises, les syndicats. Je reçois énormément de monde et je vais aussi à la rencontre de ces personnes. Je rencontre les maires, les élus de toutes sortes d'instances et de collectivités. Et ensuite, il y a une partie à Paris, mais qui est nourrie en fait parce que je vis dans la circonscription. Et à Paris, nous votons des lois, nous faisons de temps en temps preuve d'initiatives parlementaires, mais je vous expliquerai que c'est un peu compliqué, etc. Nous avons des questions de gouvernement, nous rencontrons les milices. Mais j'ai des rôles, enfin moi je peux en parler 3 heures. Justement, si en 2 mots, vous pouviez expliquer pour nos spectateurs comment fonctionne l'Assemblée, en 2 mots. Eh bien oui, là on aimerait bien d'ailleurs avoir un peu changé au niveau de fonctionnement. Oui, nous sommes 17 écologistes au sein, 577 députés. Nous faisons partie de la majorité puisque nous avions un accord et nous avons décidé d'accompagner le Parti Socialiste. Et donc la fameuse initiative parlementaire dont je vous parlais tout à l'heure, pour moi c'est la plus grosse déception. Je pensais que nous pourrions apporter et déposer un certain nombre de textes de loi, de propositions de loi. Or, comme nous sommes 17 et que c'est proportionnel, nous avons une journée par an pour déposer nos propres textes. Donc c'est extrêmement limité et nous sommes 17 députés. Donc nous nous disputons régulièrement pour faire passer nos propositions de loi. Donc nous aimerions que ça change un tout petit peu, que nous ayons une plus grande amplitude. Et après, tout le reste est super important, puisque moi, je suis commissaire à la commission des affaires sociales. Chaque député siège dans une commission, donc parfois, vous ne le voyez pas dans l'hémicycle, mais nous sommes ailleurs. Hein. On n'est pas en train de boire un coup, enfin si ça nous arrive, mais enfin, je veux dire, on travaille beaucoup, puisqu'il y a énormément de textes de loi proposés par le gouvernement. Et chaque commission se réunit pour pouvoir préparer les textes qui seront ensuite discutés à l'Assemblée. D'accord, et alors votre travail de député, justement, vous avez été élu pour la première fois, donc vous avez découvert l'Assemblée. Quelles premières impressions vous avez eues? Et je dirais quelle atmosphère se dégage quand vous arrivez là-bas, que vous découvrez cette Assemblée? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi vous vous attendiez? Puisque je suppose que vous
aviez rencontré probablement des anciens députés ou des députés qui le sont déjà, notamment dans votre parti et sûrement dans la circonscription, enfin dans les circonscriptions autour. Est-ce que la représentation est proche de celle qu'on a en tant que passionné de politique, on va dire, ou est-ce que c'est très différent de ce à quoi on s'attend? Non, on n'est jamais préparé. D'abord, on avait très peu de députés, hein, on n'avait pas de groupe. On avait dû d'ailleurs s'associer au Parti communiste, et puis bon, il y a eu des dissensions, c'est pas facile, hein, voilà. Mais on ne s'attend pas à ça, non, j'en avais discuté, mais d'abord, on est un peu écrasé par l'institution. C'est quand même un palais, les ordres de la République, c'est pas des blagues, hein, c'est vraiment. Et puis, il y a toutes sortes de codes. Vous avez des huissiers, on ne peut pas faire n'importe quoi, normalement. Hein, on est regardé, on est filmé. Ce qui est très drôle, en fait, c'est que vous ne pouvez pas poser votre sac, par exemple, sur votre tablette ou boire un coup, un verre d'eau, mais vous pouvez insulter le député de l'opposition, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est. Enfin, il faudrait un tout petit peu dépoussiérer. Moi, j'ai déjà été invitée à la communauté européenne ou bien en Allemagne. Il n'y a pas tout ce faste autour. Bon, moi, j'aimerais que les choses soient un tout petit peu plus simples. Après, respectons-nous d'abord et le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. D'accord. Et alors, par rapport à votre groupe, justement, comme vous êtes un groupe plutôt minoritaire, ne serait-ce qu'en chiffres, vous dites que vous êtes écrasé par l'institution. Est-ce que vous êtes aussi écrasé par le nombre de députés? Non, parce que nous sommes peu nombreux, mais nous faisons beaucoup de bruit, malgré tout. Et le fonctionnement de l'Assemblée nous permet, puisque nous sommes un petit groupe, d'être très actifs. En fait, mes copains députés socialistes me disent souvent, mais tu as souvent la parole, tu es souvent perchoir, tu poses beaucoup de questions au gouvernement. Mais évidemment, notre tour revient beaucoup plus souvent, puisque nous sommes les 17. Et qu'à chaque fois, nous avons la parole comme les autres groupes, à part l'initiative parlementaire. Et donc, j'ai des amis députés socialistes qui n'ont pas encore posé de questions au gouvernement, ce qui est quand même l'instant, on va dire, un peu suprême. Vous êtes médiatisé, vous oui, voilà. Nationalement. Exactement. Et donc, c'est à la fois difficile, parce que se faire entendre à 17, mais je vous dis, on fait beaucoup de bruit, et on est entendu de temps en temps, mais en même temps, notre tour revient souvent. Voilà, donc vous allez voir les statistiques, elles sont exceptionnelles évidemment, puisque, comme je vous l'ai dit, on est peu nombreux et du coup, on intervient souvent. Et alors, ce qu'on voit à la télévision justement, c'est cette impression un petit peu d'une classe avec ceux qui dorment, ceux qui lisent le journal, l'heure des questions au gouvernement. Est-ce que cette ambiance-là, c'est quelque chose que vous retrouvez dans d'autres types de travaux? J'entends par là les travaux en commission, ce genre de choses. Ou est-ce que finalement, l'image qui est renvoyée à travers ces questions au gouvernement est très différente de la réalité du travail? Oui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la théâtralisation politique, les questions au gouvernement. Et souvent, les députés, d'ailleurs, posent des questions qui ont un rapport avec leur circonscription. Parce que c'est très électoraliste, voilà. Partout ailleurs, je vais me croire sur parole, mais c'est extrêmement sérieux. Et je suis toujours surprise par la différence parfois de prise de position en commission, où on n'est pas toujours d'accord, mais où il y a un vrai travail d'argumentaire. Et moi j'aime bien quand on n'est pas d'accord, ça permet d'avancer. Et dans l'hémicycle, où comme c'est filmé, tous les débats sont filmés. Hein. Comme c'est filmé, il y a cette théâtralisation. Et, effectivement, vous disiez que vous parliez beaucoup. Hein. Est-ce que vous vous êtes écouté? Est-ce que vous avez récemment parlé de l'intégration des minorités, notamment des handicapés, dans l'entreprise? Est-ce que vous vous êtes senti écouté? Vous vous noyez dans la masse? Non, en commission des affaires sociales, on a une présidente extrêmement dynamique qui donne la parole à tous les groupes. Et là, du coup, on est à égalité de chance, entre guillemets, puisqu'on a le même temps de parole. Et non, on amende très très souvent les textes. Et sur ce type de texte, on a souvent des amendements qui sont retenus, parce qu'ils sont partagés par des députés socialistes, ou des radicaux, ou même de la droite de temps en temps. Non, c'est... Bon, après, sur les sujets qui sont plus clivants, plus à gauche, plus voilà, là il peut y avoir des bagarres, mais c'est toujours sur le fond en commission. C'est un peu le jeu de toute façon. Oui, c'est le jeu,
On apprend vite aussi ça. Mais je pense qu'il faut quand même garder de l'authenticité et ne jamais oublier, moi je le dis souvent, mais c'est parce que je le dis comme ça, c'est peut-être parce que je suis jeune politiquement, c'est que je réfléchis toujours à ce que ça a comme conséquence sur le quotidien des citoyens et des citoyens que je rencontre dans ma circonscription. Et chaque fois qu'on vote, qu'on réfléchit à un texte, je me dis toujours, mais qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Est-ce que ça va simplifier? Est-ce que ça va amener quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, ça va être des contraintes supplémentaires? Donc avant d'être une femme de Paris, vous êtes une femme de la circonscription. Je ne peux pas différencier. Je ne peux pas. Parce que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Enfin, au début, je croyais que ça allait être parce que je ne connaissais pas, des fonctions très distinctes, mais c'est intimement lié, pour moi. Donc en fait, quand on entend souvent dans les médias l'argumentaire qui consiste à dire que sans le cumul des mandats, les députés n'auraient pas vraiment de vision, leur circonscription serait relativement loin de la population qu'ils sont censés représenter, c'est quelque chose que vous ne vivez pas du tout. Non, je trouve que c'est très restrictif. Non, pas du tout. Moi, je pense que, d'abord, je suis très proche des... Le fait de ne pas cumuler, j'étais obligée de faire ça. Il fallait bien que j'aille à la rencontre des citoyennes et des citoyens, et je trouve que cumuler quand vous êtes député, ça brouille totalement les fonctions. Quand vous êtes député-maire, quand vous êtes maire, vous avez un budget, vous avez un fonctionnement totalement différent. Et quand, c'est parce que je parle de mon prédécesseur, j'ai eu énormément d'habitantes et d'habitants qui sont venus me voir au départ en pensant que j'avais des budgets, par exemple, que je pouvais financer tel ou tel. À part ma réserve parlementaire, on n'a pas de budget. Et il y a vraiment une confusion des fonctions. Et moi, je pense que député, d'abord, c'est réellement une fonction à plein temps. Et le fait de ne pas cumuler, moi, ça m'a permis d'abord de faire cet effort-là, qui n'en est pas un d'ailleurs. Et puis je le ressens aujourd'hui, les citoyens me le disent régulièrement. Vous êtes facile à contacter, vous êtes disponible. Après, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, hein, mais au moins je les écoute. D'accord, et alors justement, vous parlez de votre réserve parlementaire. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre initiative et du pourquoi et du comment de cette initiative. Alors dites-nous d'abord ce que vous avez fait. Qu'est-ce que c'est que cette réserve parlementaire pour que tous nos web téléspectateurs puissent comprendre exactement de quoi il s'agit en matière d'argent public et comment ça se passe la plupart du temps en dehors de votre fonctionnement et qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Alors je ne savais pas que ça existait, hein. Donc j'ai appris en étant élu. C'est une somme d'argent qui est allouée à chaque député. Enfin, on ne reçoit pas l'argent. Hein. Il y a 130 000 euros qui sont proposés à chaque député. Et donc, ils doivent, entre guillemets, distribuer cet argent soit aux collectivités, soit aux associations. Et il y a déjà eu un pas énorme avec cette mandature, c'est que M. Barthelone a décidé que chaque député recevrait la même somme. Parce qu'avant, en fonction de votre popularité, ça pouvait aller de 30 000 à 300 000 ou à 1 million, enfin voilà. Donc c'était totalement injuste pour moi. Donc déjà, la gauche a mis ça en place. Moi je suis très fière parce qu'au moins tout le monde avait le même montant. Et depuis cette année, chaque député doit rendre publique la liste des associations et des collectivités qui le financent. Et pour quel projet? Moi j'avais un peu anticipé, je trouvais que c'était du clientélisme cette réserve parlementaire. Pour moi c'était un peu compliqué de faire de la distribution d'argent et selon quels critères et pourquoi l'un et pas l'autre, parce qu'évidemment vous ne pouvez pas satisfaire chacun. Alors avant de parler de votre initiative justement, vous nous dites que c'est du clientélisme pour les députés, mais est-ce que ça n'est pas encore plus pour les sénateurs? Puisque eux sont élus par les grands électeurs, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui souhaite qui est déjà sénateur et qui souhaite être réélu, il a la possibilité de distribuer comme bon lui semble pour construire des écoles dans une commune, pour construire des bibliothèques et d'autres problématiques évidemment. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de clientélisme encore plus poussée et à un niveau, je dirais, presque généralisé par le fonctionnement de l'institution du Sénat qu'il n'y a pas à l'Assemblée? C'est vrai que les sénateurs, moi je suis contre le mode de scrutin, donc je suis désolée, on ne va pas en parler, mais je trouve que c'est de nouveau les grands électeurs, ça n'a plus lieu d'être, il faudrait que ce soit un vote comme pour les députés. Maintenant elle existe, et après tout, si les projets qu'on leur présente sont intéressants, tant mieux. C'est vrai que la plupart des sénateurs donnent aux collectivités, non pas aux associations, puisque ce sont leurs électeurs. Mais je suis d'accord avec vous, moi je partage.
J'aime autant que cette réserve n'existe pas. Et vous considérez justement qu'en tant que député, le rôle du Sénat a encore aujourd'hui du sens? Ou est-ce que, par rapport à votre parti, qui a une position, je dirais, assez hétérodoxe sur la question, il faudrait peut-être envisager de réduire les moyens du Sénat, voire de supprimer le Sénat, à la fois pour économiser l'argent public et puis pour donner plus de moyens aux députés? Mais le Sénat, moi j'ai eu l'occasion d'aller écouter plusieurs fois des discussions sur les textes de loi. Ils ont un fonctionnement très différent de l'Assemblée nationale et ils ont surtout des relations qui ne sont pas binaires, comme justement, c'est peut-être la manière dont ils ont été élus, je n'en sais rien, mais ils arrivent à faire des accords. L'autre jour, je suis allée sur la loi fin de vie, une proposition de loi qui a été déposée par des écologistes. Ils ont eu 110 signatures, tout bord confondu. À l'Assemblée, vous ne verrez jamais ça. Donc, de temps en temps, moi je suis contente qu'ils existent parce que les textes sont améliorés au Sénat. Ils arrivent notamment à amender les textes de loi. Dernièrement, sur le texte sur la formation, j'étais très contente que le Sénat vote contre, je ne sais plus quel article c'était, 30-31, sur l'inspection du travail, parce que ça remettait en cause totalement l'organisation de l'inspection du travail. Eh bien, grâce au vote du Sénat, ça a été retiré, et Michel Sapin, qui est un homme intelligent, va faire revoter en fait, le texte à l'Assemblée, mais sans ces deux articles qui nous posaient problème. Vous voyez, donc de temps en temps, on peut quand même faire évoluer les choses. Après, c'est vrai que le mode de scrutin me gêne. Et alors, vous dites que vous avez plus d'impact finalement au Sénat qu'à l'Assemblée, vous les écologistes. Est-ce que c'est pas aussi parce que le Parti socialiste, en tout cas le parti majoritaire aujourd'hui dans les deux assemblées, n'a pas la majorité absolue au Sénat? Ah ben c'est évident. Parce que ça, c'est quelque chose qui doit forcément jouer dans le rapport. Bien sûr, quand vous avez la majorité absolue, vous n'avez pas besoin des petits copains. Ceci dit, bon, tout le monde n'est pas là tout le temps, et donc, et puis il y a des sujets qui nous rassemblent, hein, ne nous trompons pas. Il y a des sujets qui nous rassemblent. Donc voilà, c'est vrai qu'au Sénat, les écolos sont charnières. Enfin, la gauche, ils sont tout juste majoritaires avec toutes les composantes. Donc, ils sont obligés de s'entendre. Alors, vous avez participé notamment à une défense d'un amendement concernant les stages. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que ça, c'est vrai que ça concerne particulièrement les étudiants en règle générale. Et ici, c'est une question qui, pour nous, est importante. Dans le rapport aux entreprises, le stage est pour nous la première modalité de connaissance de l'entreprise. Et c'est de plus en plus une modalité qui pose des difficultés. En fait, j'étais chez Defil pour les écologistes sur le sujet et on voulait trouver un bon compromis entre les difficultés des entreprises et également les stagiaires et la précarité dans laquelle souvent ils vivaient. Donc on a rencontré Génération Précaire, la CGT et des entrepreneurs et on est arrivé à faire évoluer un petit peu le statut de stagiaire, mais comment vous dire, on a réussi à les faire enregistrer sur le registre unique de l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises, comme toujours, qui sont extrêmement vertueuses, et il y en a d'autres qui exagèrent. Et donc, notamment dans tout ce qui est publicité, etc., il y avait des entreprises qui exagéraient vraiment, et on ne connaissait pas le nombre de stagiaires dans cette entreprise, puisqu'ils ne sont pas inscrits au registre unique du personnel. Donc ça, c'est fait. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est très important pour les statistiques, pour un certain nombre de choses. Ensuite, dans la loi retraite, il y avait un article pour lequel je n'étais pas d'accord, mais qui a été voté sur le rachat des trimestres de stage. Moi, je pense qu'un stagiaire touche 437 €, mettre 25 € par mois, c'est difficile. Donc, à moins d'avoir une famille qui a les moyens, les stagiaires les plus précarisés, c'est encore compliqué. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette loi? Enfin, on a fait en sorte que votre statut s'améliore. Qu'on sécurise votre parcours, mais également qu'on ne mette pas trop de contraintes au sein des entreprises. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. On a bien compris, vous êtes à la fois... Non, la séquence tutoyée. Qui va arriver. Et donc, effectivement, vous êtes quelqu'un qui est à la fois très porté sur Paris, très porté sur la circonscription. On comprend bien que vous avez aussi un rôle très proche des entreprises, parce que quand vous parlez de stage, c'est des choses qui nous concernent à la fois nous étudiants et entreprises. Donc voilà, donc je vais laisser Léonard qui va vous attaquer. Pour une petite séquence, non, moi je ne vais pas vous attaquer. Parce que c'est vrai que vous avez été attaqué à l'Assemblée en tant que femme, très brièvement, parce que on a parlé déjà de beaucoup de choses. Comment vous avez vécu cet épisode qui vous a donné...
comment est-ce que tu as vécu cet épisode avec une certaine notoriété de te faire quasiment traiter de poule en fait? C'était ça, à peu de choses près. Oui, il ne m'a traité de rien, elle a juste fait la poule. Mais c'était adressé à toi ou pas? C'est à moi, oui. C'était un amendement sur les retraites et j'avais déjà eu des propos sexistes parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est quand même de l'entre-soi. Hein. Jusque-là, il y a eu beaucoup d'hommes, 27% des femmes à l'Assemblée nationale, la parité, c'est pas gagné. Ça vient, mais c'est pas gagné. Et donc, un député UMP, oui, a fait cote pendant que je parlais et je lui ai demandé de s'arrêter, d'arrêter de faire la poule. Il a continué. Mais comme je l'ai dit plein de fois, il était désinhibé. Il avait plus. Il était désinhibé et puis ça lui a porté bien plus préjudice qu'à moi. Parce que moi, j'ai une vraie couverture médiatique. Et j'ai eu le soutien des femmes qui en avaient ras-le-bol. Même des femmes de droite ou pas? Comment? Même des femmes de droite ou pas? Elles ont eu plus de mal, mais elles ont eu une réunion de groupe qui leur interdit de faire partie, entre guillemets, du mouvement le lendemain. Vous savez, les femmes sont arrivées plus tard pour montrer que quand elles n'étaient pas dans l'Assemblée, il y avait quand même des bancs vides, surtout dans la majorité. Et voilà, elles n'ont pas suffisamment, sans doute... D'accord, alors t'es plutôt poule au pot ou coq au vin, du coup? Poule au pot, j'adore. Comment t'étais à mon âge? J'avais les cheveux longs. Non, j'étais mère Toi de aussi, famille. mais tout le monde avait les cheveux longs. Eh bien, j'arrivais de ma Belgique natale, à Saint-Gervais-des-Trois-Clochers, donc sacré dépaysement, et j'avais déjà un petit garçon, Pierre, qui a 30 ans aujourd'hui. Voilà, je faisais rien parce qu'en Belgique, j'étais institutrice et malheureusement, il n'y a pas d'équivalence de diplôme, et donc pendant 2 ans, j'ai rien fait. D'accord, t'es fière de toi? Professionnellement. Oui, je suis assez fière. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu préfères défendre une loi qui n'est pas la tienne, mais qui a des chances d'être votée, ou une loi de ton groupe qui n'a aucune chance de voir le jour? C'est souvent la question qu'on se pose. En général, enfin, ça dépend des moments, mais comme je te l'ai dit, l'initiative parlementaire étant ce qu'elle est, j'aime autant être là pour faire du positivisme et voter les lois quand elles sont bonnes. Et il te reste les questions écrites. Ça, c'est quelque chose que tu... Questions écrites, oui, et questions orales sans débat, qui, comme son nom ne l'indique pas, permet d'avoir le ministre en face et de lui répondre à sa réponse. Attends, j'ai une petite question, du coup, de toi à moi, mais à personnel, on s'en fout de tout ce qui est autour, excusez-moi. Mais cette question me pose vraiment, est-ce qu'un député doit forcément suivre son parti? C'est-à-dire que si ton parti te dit non, tu ne voteras pas cette fois-là, est-ce que tu vas voter ou est-ce que tu ne voteras pas cette fois-là? Est-ce que tu es plutôt sage ou pas? C'est ça la question, dans le vote. Enfin, sage, ça ne me dit pas grand-chose. Mais si, moi je suis partie d'une famille politique et j'ai été élue grâce à elle, et ça je ne le dis pas, 2 familles, moi, c'est grâce à 2 familles politiques que j'ai été élue. On peut avoir les mêmes pensées que sa famille. Non, mais simplement, il y a des nuances. Tu as raison. Mon parti politique, il y a énormément de militants, et les militants sont toujours beaucoup plus, comment dire ça, créatifs. Peut-être créatifs et n'ont pas les mêmes. On est créatifs aussi, mais pas les mêmes. C'est de la compromission. Enfin, il faut des compromis en politique. Et par exemple, la loi retraite, moi j'étais très, très embêtée sur certains articles que je ne supportais pas, l'allongement de la durée de cotisation ou le report de la valorisation. Mais en même temps, il y avait des articles qui m'intéressaient énormément. Et mon parti, il ne donne pas de mandat, hein, mais il nous donne des orientations, il disait qu'il faut voter contre. Mais voter contre ce texte de loi, c'est sortir du gouvernement. Donc, il faut se poser la bonne question. Et à ce moment-là, nous, on s'est abstenus, on n'a pas voulu voter contre, parce qu'on pensait qu'il y avait plus d'intérêt à y rester que de regarder ce qui se passait. Tu dis bien, pas je. Oui, c'est ça. Le groupe écologique. Oui, on sent chez toi un sens du collectif. Et alors, du coup, justement, à propos de collectif, il y a des écolos au gouvernement. La suite, ça peut être des écolos à l'Élysée. 2017, t'y penses en te maquillant ou pas? Non, je ne pense pas me maquillant. Non, c'est pas une vie. Non, mais c'est pas ça. Mais moi, j'aimerais que s'il y a un règlement, on ait encore plus de ministres écologistes. Et je partage ce que disait tout à l'heure Jean-François, si vous voulez, pourquoi pas, hein, l'éducation, je le verrais bien. Non, pour le moment, ce serait bien, mais ça, je pense pas que ce soit envisageable. Déjà, mettons une femme à la présidence.
Et alors, ce sera ma dernière question sous ce format. On dit souvent qu'un homme politique et un député à fortiori, c'est un homme qui a sa femme en province et ses maîtresses à Paris. Est-ce que c'est vrai aussi des femmes politiques? Non, moi j'ai un homme qui fait de la politique aussi en circonscription. Et à Paris, je peux t'assurer que j'ai pas vraiment le temps de courir. C'est pas la gueuse avec vous, mais je sais pas comment on dit. Non, j'ai pas le temps. Je profite même pas de la vie parisienne parce que pour le moment, je suis une bonne élève. Bon, merci beaucoup, Véronique Massot.